Et donc aujourd'hui, à Paris, tu arrives à avoir quelques données de volume de transactions, par exemple en nombre de ventes, en millions ou milliards, je sais pas comment est-ce qu'on Alors, compte? ça change, tous les ans parce qu'il y a des années qui sont plus fastes que d'autres. D'abord, Paris, c'est environ, 1 600 hôtels et 80 000 chambres, d'accord? Sur les 1 On 600 parle de hôtels, Paris hors banlieue, ah oui, c'est intramuros? Paris intra-muros, hein, les 20 arrondissements. Oui. Il faut savoir que le nombre, d'hôtels de plus de 100 chambres à Paris est de l'ordre de 100. Beaucoup de gens imaginent qu'il y a beaucoup d'hôtels de grande capacité à Mmh. Paris, non. C'est lié au fait que Paris est une ville relativement concentrée, où il y a pas peu d'espace pour faire du développement et qu'il y a pas eu beaucoup d'opportunités de création de grands hôtels à Paris. Donc une centaine d'hôtels de plus de 100 chambres et c'est rare. Il est rare de créer un hôtel de plus de 100 chambres à Paris. Ouais. Donc il y a une demande qui est forte, Mmh. internationale, souvent un peu compliquée parce que les acteurs du monde de l'hôtellerie à l'international n'ont pas toujours, cette faculté de bien comprendre la notion de la valeur d'un fonds de commerce et des murs et souvent Ah oui. ils sont un peu perturbés, ce qui laisse beaucoup de place aux investisseurs français, ce qui est très bien, car le tissu, des propriétaires et des grands acteurs de l'hôtellerie française, hormis les palaces, j'entends, ce sont des franco-français. Il y a globalement très peu d'Européens. Quand on regarde, il y a eu beaucoup d'Espagnols qui sont arrivés à une époque, d'investisseurs espagnols il y a une dizaine d'années, qui sont repartis. Il y en a Mmh. quelques-uns qui sont restés, mais il y en a très peu. Il y a quasiment pas d'anglais, il y a pratiquement pas d'allemand. Donc, en fin de compte, on va dire le maillage des propriétaires exploitants. Alors, bien sûr, il y a des franchises, mais derrière chaque franchise, il y a un individu ou Oui. une famille ou un club deal. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une mutation. Pourquoi? Parce qu'on a vu, il y a une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, arriver des grosses structures qui se sont, mobilisées pour faire des club deals. Je parle, d'Exendaem, Eternam, 1-2-3 Ventures et bien d'autres, où des family office vont créer. Je veux bien que tu expliques pour nos auditeurs un peu moins aguerris de cette partie, la différence entre un club deal qui est quand même assez spécifique, peut-être un family office, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors le club deal, c'est souvent des sociétés financières qui, récoltent les fonds de certains épargnants, Mmh. et qui avec certains artifices fiscaux leur permettent d'investir, on va dire entre 10 000 et 1 million d'euros, dans l'investissement hôtelier, par exemple. Et ça permet à un individu comme moi, admettons, qui ait que C'est 10 ça, 000 et pas 1 million, voilà, de de mettre de pouvoir l'argent sur la voilà table et d'investir. et tu t'engages à les laisser pendant un certain nombre d'années, Mmh. c'est généralement entre 5 et 7 ans Ouais. et ils te proposent un TRI. Alors en fonction de ta situation fiscale, tu as certains avantages, d'autres moins. À Mmh. chaque fois, ils mesurent l'intérêt fiscal que ça peut présenter d'être dans telle ou telle poche Ouais, d'actifs. Et les family office, c'est un peu différent. C'est pour des plus grosses fortunes. bien sûr. C'est-à-dire là, on va dire un chef d'orchestre qui va organiser pour le compte d'une famille ou d'un ensemble de familles des investissements dédiés qui vont être des investissements de type hôtelier, suivant la volonté de cette famille d'aller plus dans le luxe ou dans l'économique, en fonction des rentabilités qu'ils peuvent avoir. Et là, à ce moment-là, c'est des investissements plus long terme, souvent, Mmh. et qui sont basés sur soit du prestige, soit de la rentabilité. Bien sûr. Tu as des tendances justement par rapport à ça? On a un peu l'image que le luxe et notamment le palace c'est pas du tout rentable et que si on veut faire la rentabilité hôtelière, il faut plutôt aller dans l'économique type 2 voire 3 étoiles. Alors, oui, tout ça est on pourrait en parler longtemps. Il est évident, et de ça depuis longtemps, les palaces ne sont pas rentables. Mmh. C'est clair, quand on voit les niveaux de pricing qui sont aujourd'hui opérés sur de l'hôtellerie type palace, Oui. on est sur plusieurs millions d'euros la chambre, que ça soit en neuf, il y a peu de création, mais il y en a encore quelques-uns. On comprend bien parce que quand tu parles de pricing de chambre, moi je comprends prix de vente, mais là toi tu C'est parles de prix de vente à la chambre. Si on a 100 chambres, c'est 100 millions ou 150 millions, etc. Donc souvent on fait un pricing à la chambre. d'accord. Ce sont des codes
Oui. de Mais pour chiffrer une communication chambre, entre c'est pas le prix de vente au client non, individuel qui non, vient non, non, séjourner, c'est non, ça non, le c'est le prix de vente sinon ça à fait un peu cher la l'investisseur. nuitée, hein. Voilà, exactement. Et donc c'est vrai que le palace, en tant que tel, souvent les investisseurs, Mmh. ils appellent ça un trophy asset. Mmh. Trophy asset, pourquoi? Parce que comme toi, éventuellement, tu aimerais avoir un Renoir ou un Chagall chez toi, bah tu vas l'avoir, tu vas l'acheter, tu sais que tu vas l'acheter cher, mais il va rien te rapporter. Sûr. Mais il sera là. Mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, tu l'auras acheté 10, il vaudra 100. Eh bien, le palace, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as des grandes fortunes à l'international qui aiment bien montrer ce qu'ils ont en Mmh. disant, bah voilà, le Ritz, il est à moi, le Plaza Athénée est à moi. Vous pouvez y aller ou pas y aller, vous paierez ou vous paierez pas suivant sa générosité. L'important pour eux, c'est qu'ils soient rentables pour à peu près payer l'exploitation, Oui, voire les charges qui sont éventuellement très élevées. faire quelques profits. Ça en fait, hein, incontestablement. Mais le prix d'acquisition, l'amortir, c'est sur très nombreuses années. Donc ces gens-là voient plus à la revente la plus-value. Mmh. Et surtout le fait de le posséder. Bien sûr. Quand tu as des grands, je ne citerai pas de grandes familles françaises, mais qui veulent s'acheter des immeubles très très chers parce qu'ils veulent absolument avoir un emplacement, ils savent le payer très cher, Oui. parce qu'ils veulent l'avoir. Ils veulent dire que c'est à eux cet emplacement-là. Maintenant, l'hôtellerie, c'est pareil. Il y a certaines grandes familles à l'international, Mmh. souvent des familles du Moyen-Orient, qui ont aujourd'hui globalement l'intégralité des palaces à Paris, sauf une famille allemande qui a Vodka la famille Bristol. Oetker qui est propriétaire du Bristol, voilà, et t'as le Lutetia aussi qui est propriété d'une famille israélienne, voilà, mais hormis cela, les autres appartiennent à des familles du Moyen-Orient. Mmh. Donc, pour revenir à ce que tu disais, ta question d'origine, sur la rentabilité, effectivement, il est plus concevable d'aller chercher de la rentabilité avec de l'hôtellerie économique. Maintenant, on fait beaucoup plus de plus-value sur les tranches d'hôtellerie entre le 3 et le 5 étoiles. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent ce qu'ils appellent de la value add, c'est de la valeur ajoutée qui pourrait créer en transformant ou en améliorant la qualité des prestations fournies dans l'hôtel. C'est-à-dire en le rénovant, en apportant des éléments de confort, en réduisant le nombre de chambres, mais en permettant de d'apporter des services complémentaires et ainsi de pouvoir vendre un peu plus cher la chambre. Au niveau effectivement de l'hôtellerie économique, on est plus dans un environnement où on va aller chercher de la rentabilité, mais ça permettra à l'investisseur, effectivement, peut-être d'avoir moins de plus-value à la cession de son actif, mais une rentabilité plus certaine. Par exemple, là, typiquement, je suis avec des clients qui sont des gens relativement fortunés et qui se posent la question. Ils se Mmh. posent réellement la question de dire, est-ce que je vais dans un seul actif prime, donc où ils vont mettre le maximum de Oui, ce qu'ils peuvent 100%. avoir pour avoir un beau 5 étoiles Mmh. d'une capacité certaine, donc un gros prix, plusieurs dizaines de millions d'euros, ou sur 2 actifs, plutôt 3 et 4 étoiles, Oui. toujours dans des beaux quartiers, mais nettement moins chers et de la même façon, ils ont à peu près les mêmes niveaux de chiffre d'affaires et je leur ai posé le vrai problème intellectuel parce que pour eux, d'un côté, tu vas montrer que c'est à toi, Mmh. une pièce rare, qui sera plus sujet à des événements politiques et économiques, parce que sur le plan international, quand ça va mal, c'est toute l'économie, l'industrie, le monde du tourisme qui s'en ressent. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est rattrapé. Donc, c'est vrai que les classes intermédiaires, quand tu te trouves dans le 2, 3, 4 étoiles, tu subis moins des crises que quand tu es dans le 5 étoiles et dans le palace. D'accord. Plus on descend vers l'économique, plus il y a un phénomène de tampon et amortisseur sur des crises qui, malheureusement, sont devant nous. Il y en aura. Oui. Et Ça, on en a eu et on en aura encore. c'était pas évident pour moi, tu vois? Parce qu'on dit souvent que le luxe s'en sort toujours et on l'a vu dans précédentes crises, donc je m'imaginais qu'ils étaient moins sujets à un peu cette fracture et cette baisse d'activité dès qu'il y avait une quelconque crise. Ah bah la crise
Moi, tu l'as compris ça fait de nombreuses années que je suis dans ce monde de l'hôtellerie et on en a vu un paquet quand même des Ouais. crises et on va encore en subir. Et à chaque fois, on les oublie. Le problème, c'est qu'on oublie vite. Enfin, c'est Ouais. pas un problème, c'est une évidence. Et tant mieux. Hein, c'est un peu comme une maladie. Quand on a mal au pied, on s'en souvient sur le moment, et puis 8 jours après, on l'a oublié. Mmh. Bah, la crise, on a la chance, nous, quand on parle de Paris, j'entends, parce qu'on a cette chance, c'est que ce sont des produits liquides. On a une forme de numerus clausus au niveau de l'hôtellerie à Paris, Mmh. c'est qu'il y a pas peu de création. Il y a eu une volonté de la ville de Paris dans les années 2005-2015. Pendant 10 ans, j'en ai été un des principaux conseils de la ville de Paris à ce moment-là, qui m'avait demandé de les assister, de les accompagner sur un développement hôtelier qu'on a réussi à, à mettre en place. Et on les a aidés à construire ce développement, mais qui était raisonnable et raisonné. Et ça a donné l'objet de création d'un certain nombre d'hôtels. Donc certains promoteurs ont pu réaliser de bonnes opérations. Mais aujourd'hui, quand on regarde le nombre de permis de construire pour des créations d'hôtels dans Paris, il n'y en a quasiment pas. Mmh. Donc on a une forme de numerus clausus. À une époque, il manquait de capacité hôtelière dans Paris. Aujourd'hui, on ne manque pas. Moi, j'ai connu des années où effectivement, on logeait des Parisiens lors des grands salons internationaux jusqu'à Fontainebleau. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On ne Mmh. voit plus ça. Donc on a suffisamment de chambres, on a une capacité qui est suffisante. Maintenant, le tourisme peut continuer à se développer. Mais quand on voit ce qui se passe à travers le monde, à cause de l'écologie, à cause de beaucoup de contraintes au niveau des déplacements et des mises aux normes, il n'est pas certain que on ait besoin de développer la capacité hôtelière parisienne, ce qui permet de garder cette valorisation Ouais. des actifs existants, et ce qui est aussi l'élément important du choix de ces investisseurs qui s'intéressent à notre secteur d'activité, Mmh. car ils y trouvent une forme de valeur refuge. Complètement. C'est un effet rareté et une valeur refuge. Ouais. Concrètement, si moi aujourd'hui, je suis hôtelier, j'achète un bien à Paris, je sais que dans les années à venir, il y a de fortes chances qu'ils prennent en valeur et il n'y a pas, de nombreux hôtels qui vont s'ouvrir à côté de moi, de nombreux concurrents qui vont faire que ça va se dévaloriser. C'est ça, C'est ça que tu dis. c'est complètement ça.